Bonjour à tous. Emmanuel, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Emmanuel Guibert, moi je suis associé gérant du cabinet Noya Patrimoine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc aujourd'hui, on fait un webinaire avec notre partenaire MCA Finance, une société de gestion sur Angers, où Stéphane Fauchefoy, que vous voyez à l'image, se présentera et présentera la société, qui est le responsable des partenaires, et qui est accompagné de Romain Ouette, gérant, et Pierre-Yves Le Goff aussi, qui doit être sur le côté. Bonjour. Donc le plan du webinaire qui va durer 30 minutes. Alors si vous avez des questions, on va privilégier que vous les notiez sur l'onglet conversation et les gérants répondront après aux différentes questions, ou nous-mêmes si ça nous concerne. Donc dans un premier temps, on va avoir un point plutôt macro. On va parler d'inflation, de taux. On va intervenir sur les marchés. Et du coup, on va découler l'allocation de notre fonds Kairos Patrimoine, le fonds dédié du cabinet, et voir l'évolution du fonds, quoi. Donc le fonds Kairos Patrimoine, c'est un fonds qu'on a créé avec MCA Finance. Donc à notre initiative, à notre demande, l'idée de ce fonds-là, pour nous, c'est de gagner en flexibilité, en rapidité sur les arbitrages, notamment qu'on doit partir d'un support sur un autre, et d'être plus transparent. On verra tout à l'heure, ça va permettre à chacun d'entre nous de voir ce qui est à l'intérieur. Et nous, au sein du cabinet, on intervient sur la stratégie du fonds et on peut communiquer régulièrement avec les différents gérants. Donc voilà, Stéphane, je te laisse présenter MCA Finance. Oui, bonjour à tous. En quelques mots, MCA Finance, société de gestion de portefeuille, qui a été créée en 1987 par Patrick Creuset et Catherine Dagorn. La salle de marché est ici. Vous en avez deux représentants. Donc nous sommes basés à Angers, avec une vraie volonté d'avoir une proximité régionale. Le cabinet aujourd'hui gère environ 750 millions d'euros pour compte de tiers. Ah, j'ai perdu Manuel. C'est pas grave. Excusez-moi. Donc, le cabinet gère 750 millions d'euros pour compte de tiers. Nous sommes 16 collaborateurs. Le capital de la société appartient exclusivement et entièrement aux salariés. Nous n'avons aucune institution présente au capital, ce qui fait qu'avec nos partenaires tels que Emmanuel, nous gérons vraiment en fonction de nos clients et sur mesure le plus possible. Voilà, je m'arrêterai là sur la présentation. Si vous avez d'autres questions, Emmanuel se tient bien sûr à votre disposition. Emmanuel, tu fais l'intro ou on passe directement à la présentation? Ah, il était parti. Il est de retour, Emmanuel. Alors Emmanuel, tu n'étais plus là, donc du coup, je l'ai présenté sans toi. C'est pas, il y a une coupure de courant, tout a coupé. Ok, bon, j'ai fait la présentation rapidement. Voilà, donc on y va, on attaque sur la présentation du document ou est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, allez-y. Allez, Place au gérant. c'est parti, place au gérant. Est-ce que vous voyez bien le contenu de nos écrans? C'est bon? J'arrive à accepter les... Bon, on va faire une présentation en deux phases. Une première phase qui sera très générale sur les sujets du moment, l'inflation, les taux, et puis un petit point sur les marchés actions. Et puis après, on parlera plus précisément de l'allocation du fonds Kairos Patrimoine. Donc, je vais laisser la parole à Pierre-Yves sur cette première partie. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, c'est bon? Ok. On attaque, donc on va essayer de vous faire un cheminement logique pour analyser correctement, je dirais, les niveaux des marchés obligataires aujourd'hui, et il faut partir de l'origine pour voir les évolutions récentes. Donc, il nous a semblé intéressant de vous montrer l'évolution de l'inflation. Alors, sur les deux zones qui nous intéressent, la zone qui nous intéresse principalement, c'est la zone euro, mais le marché qui est directeur et qui est très influent sur l'ensemble de la planète, ce sont évidemment les États-Unis. Vous voyez que les effets d'accélération, de hausse des prix ont eu lieu en post-Covid.
avec différents facteurs, que ce soit l'énergie, que ce soit les difficultés de transport, enfin tout a milité pour qu'il y ait une forte hausse des prix. Donc ça, vous l'avez dans la lecture sur la partie américaine de l'augmentation des prix en inflation totale. La sous-jacente étant celle qui est plus naturelle et défalquée des éléments qui sont les plus volatiles, tels que l'énergie. Bon. Vous voyez que la tendance récente est à une légère décélération, mais que les deux grandes banques centrales, en fait, ont en tête qu'une inflation aux alentours de 2% est plutôt créatrice de valeur et assez naturelle dans le fonctionnement d'une économie. Quand on est beaucoup au-delà, ils doivent intervenir pour réguler cette inflation, parce que sinon, alors sans rappeler les événements des années 30 en Europe, mais on voit qu'il y a à un moment donné un enchaînement de hausse des prix qui est très destructeur pour toute l'économie. Et donc, l'une des missions des grandes banques centrales, c'est de juguler l'envolée de l'inflation. Et donc, suite à ces augmentations très sévères, on voit des pointes jusqu'à 8, 9, 10, les banques centrales ont commencé à intervenir. Donc, sur le slide, la slide suivante, on va voir les conséquences des actions de la Banque centrale pour enrayer ces inflations. Et donc, vous voyez que ce sont à partir de 2022, vous voyez toutes les courbes s'envoler qui étaient à des taux, on était sur des taux négatifs pour l'Europe, ou proche de zéro pour toutes les autres banques centrales, et vous voyez toutes ont remonté très violemment. Les taux aux États-Unis, on est à 5,25, on est à 4% en Europe, donc les banques centrales font leur travail. Ils doivent théoriquement, leur mission, c'est optimiser le développement de la croissance avec un contrôle de l'inflation. Voilà. Et donc, pour juguler les fortes hausses qu'on vous a présentées sur l'écran précédent, elles interviennent. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir si le travail est terminé ou pas. Je dirais qu'aujourd'hui, sans déflorer ce qu'on peut raconter, ce qu'on va raconter tout à l'heure, en plus sur la gestion du portefeuille, il y a encore des zones d'ombre. Je pense que le gros du travail est fait et il faut surveiller encore tous les indicateurs. On a eu par exemple une statistique d'emploi hier sur le nombre de postes à pourvoir aux États-Unis qui est encore très 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 solide, très robuste. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas encore tout à fait de ralentissement, les ralentissements souhaités, puisque le but des banques centrales, c'est en remontant ces taux, c'est de rendre le capital moins accessible et plus cher, et donc de faire ralentir les acteurs économiques. Si ça ralentit, ça joue sur l'inflation, puisqu'il y aura forcément moins de demandes, donc les prix vont s'ajuster sur un meilleur équilibre offre-demande, et on retombera vers un équilibre qui permet une croissance saine de l'économie. Donc, inflation, action des banques centrales, et ce qui nous intéresse le plus, puisque c'est la déclinaison, sur où sont les taux des marchés et qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer comme analyse et quelles conséquences sur la gestion des portefeuilles. Bon, je vais simplement prendre la partie bleue, par exemple, des États-Unis. Alors, sur la courbe de droite, vous voyez que forcément, les taux se sont fortement emballés, je dirais, dans la ligne parallèle, je dirais, de l'action et de l'inflation et de l'action des banques centrales de remonter des taux. Et donc, les taux ont connu une envolée majeure, puisqu'on voit que les taux étaient aux alentours de 1% aux États-Unis en bleu clair, et qu'aujourd'hui, ils sont à 4,60, ce qui fait que vous avez eu, quand vous étiez investisseur, et qu'en début d'année 2022, et que vous avez subi toutes les hausses de taux, forcément, c'est tous les prix des obligations qui s'ajustent à la baisse. Donc, ça a été une année assez sanglante pour la gestion obligataire, historiquement sanglante, sur 100 ans. On a pratiquement eu la pire année. Parce que c'était fini les taux extrêmement bas, et donc vous avez eu une tension très importante en 2022 et qui se poursuit en 2023. Vous avez la même chose sur la courbe verte
en France ou en Allemagne, et vous voyez qu'il y a eu des tensions assez massives, puisqu'on partait début 2022, il faut s'en souvenir, hein, c'est que vous investissiez sur les emprunts d'État à 10 ans allemands et français, début 2022, ça vous rapportait 0. Et donc, là, le marché a totalement évolué. Et aujourd'hui, bah, les tensions se sont matérialisées. On est à 3,40 sur la France, on est à 2,80 sur le Bund allemand à 10 ans. Et l'autre lecture qu'on voulait vous montrer, c'est ce qu'on appelle la courbe des taux. C'est un peu technique, mais je pense que c'est intéressant. Donc, par exemple, la courbe bleue que vous avez sur le haut de l'écran, donc sur le cartouche de gauche, ça vous donne en fait ce que rapporte en fonction de la durée un placement sur une même zone. Donc là, ce sont aux États-Unis. Donc vous retrouvez sur le 10 ans qui est à l'extrême droite, vous retrouvez la logique des 4,60 hein, par rapport à l'échelle. Mais vous voyez que aujourd'hui, il y a des tensions sur le court terme et donc investir aujourd'hui sur du 1 an aux États-Unis vous rapporte plus que ce que vous rapporte un investissement à 10 ans. On est aux alentours de 5 un peu plus de 5,10 sur le 1 an, alors que le 10 ans vous rapporte du 4,60. Et c'est une situation qui n'est pas normative, puisque théoriquement, plus vous avez de durée, plus vous avez d'inconnu. L'inconnu, c'est donc du temps de risque. Et donc théoriquement, dans la théorie financière classique, plus vous avez d'inconnus, plus vous avez de risques, et ce risque se paye. Donc théoriquement, si je vous prête de l'argent, plus concrètement, si moi je vous prête de l'argent à 1 an, je sais que vous avez sans doute la capacité de me rembourser parce que aujourd'hui vous avez un job, mais dans 10 ans, je ne suis pas sûr que vous ne serez pas au chômage et donc vous serez incapable de me rembourser. Donc théoriquement, si je vous prête à 10 ans, l'intérêt que je vais vous demander par rapport au taux à 1 an sera supérieur. Donc c'est ça la logique économique. Aujourd'hui, on est dans cette situation où il y a des tensions sur le court terme parce qu'on ne sait pas encore si les banques centrales ont tout à fait fini leur travail, donc ça se tend. Et les marchés financiers pensent que à long terme, les taux vont refinir par baisser parce que la remontée des taux pour juguler l'inflation des banques centrales va finir par peser sur la croissance, et que donc à terme, l'inflation va rebaisser. Et donc, avoir du taux, je dirais, à 4,60 sur du 10 ans américain, finalement, c'est peut-être une bonne idée quand on est investisseur de très long terme, mais qu'aujourd'hui, le fait est qu'on ne sait pas si les banques centrales ont tout à fait fini leur travail, parce on n'a pas encore tous les indicateurs qui nous permettent de dire que l'inflation est jugulée, que tous les facteurs inflationnistes sont bien sous contrôle. Voilà. Donc c'est un peu technique sur la partie taux. Voilà, j'espère que je vous ai montré les éléments. Enfin, je vous ai montré les éléments clés. Et voilà, je vous donne quelques éléments d'information qui vont derrière découler sur une construction de portefeuille sur laquelle on incitera dans quelques instants après l'intervention de Romain sur la partie macro-action. Merci Pierre-Yves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat de conversation. On y répondra à la fin de cette présentation. J'aurais peut-être dû commencer par ça, présenter Pierre-Yves Le Goff qui intervient sur la poche obligataire, qui est gérant obligataire, et donc qui intervient sur la poche obligataire du fonds Kairos Patrimoine. Et donc moi, Romain Oued, qui intervient sur l'allocation globale et sur la poche action. Donc moi, mon focus, il sera plus sur la poche action, et je vais faire le lien avec ce que disait Pierre-Yves. Il y a des mots qui reviennent, c'est incertitude, il y a de l'incertitude, et qui dit incertitude dit souvent volatilité sur les marchés financiers. Et on parle de hausse de taux, mais il y a aussi un autre élément lié aux banques centrales qui est une réduction de la taille de leur bilan, et donc du coup un assèchement. Je pense que le mot assèchement est assez pertinent dans ce cas-là. On a un assèchement de liquidité. On a de moins en moins de liquidités. Donc, quand on a des banques centrales qui impriment, qui injectent des liquidités, finalement, on a une baisse de la volatilité. On a des marchés actions qui montent de manière assez homogène. Ça, c'est ce qu'on a pu voir dans le passé, notamment fin 2020, 2021 ou en 2019, par exemple. Là, on est dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'on a un retrait de liquidité, assèchement, et donc moi, je voulais insister sur le fait qu'on a quand même beaucoup d'hétérogénéité dans les performances des marchés actions. Vous l'avez, je pense, perçu dans vos investissements par ailleurs. On a énormément d'hétérogénéité. Donc là, je vous ai mis une première slide avec les différents marchés actions mondiaux. Donc, je suis resté sur les plus grands indices que vous connaissez probablement. Le CAC 40, vous voyez, qui est à plus 11. Alors ça, c'est les performances
à mercredi, à lundi soir. Donc là, on a un tout petit peu plus bas depuis, parce que le marché est plutôt baissier depuis 2 jours. Le S&P 500 qui est à plus 14. Toutes les performances que vous voyez ici, ce sont des performances pour un investisseur européen en euros. Hein. Donc je prends en compte le fait que l'euro s'est déprécié, enfin, que le dollar s'est apprécié fortement face à l'euro depuis quelques jours. Et vous voyez les émergents qui sont à plus 3. Et si on allait un peu plus loin dans les émergents, si on regardait la Chine, eh ben aujourd'hui, depuis le début de l'année, en Chine, on est très nettement négatif. Donc il y a beaucoup d'hétérogénéité. On a presque 20% entre le S&P 500 en euros et les indices actions chinois. Donc ça s'explique par, bien sûr, beaucoup d'incertitudes en Chine avec la reprise économique qui tarde à venir. Mais aussi, surtout, je pense, par le fait qu'on a un assèchement des liquidités, et qui dit assèchement de liquidités dit plus de volatilité sur les marchés. Et cet assèchement de liquidités, on le voit encore plus sur la slide suivante, où vous voyez, c'est un focus sur la France. Après avoir fait une vue globale monde, on se focus sur la France et on voit bien la divergence de performance entre les large caps. Donc le large cap, on a pris l'indice CAC 40, vraiment les mastodons de la côte française. Les mid qui sont à zéro depuis le début de l'année. Donc mid, c'est à peu près entre 500 millions de capitalisation boursière et on va dire 3 milliards, on peut aller même jusqu'à 5 milliards. Et puis après, les small caps, les petites entreprises, et là, c'est moins 8, moins 9 depuis le début de l'année. Et donc là, c'est vraiment la perception, je pense, la plus. Voilà, l'assèchement de liquidité, on le perçoit vraiment avec la performance des small caps, où les investisseurs se disent il y a des incertitudes, il y a des assèchements de liquidité, donc on va déjà premièrement sortir des valeurs les moins liquides. Et on sort des small. Et puis en plus de ça, il y a un discours qu'on a depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, qui était plutôt quand même à la prudence sur les entreprises de petite capitalisation. Et puis enfin, je vais passer rapidement sur la slide suivante pour encore assister sur l'hétérogénéité de performance. Donc c'est un tableau qui est assez lourd. On pourra revenir après. On vous enverra la présentation après. Hein, vous aurez accès à toutes ces performances-là. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a quand même entre les secteurs, donc là c'est le Stoxx Europe 600, on prend chaque secteur et on regarde la performance sur la première colonne, c'est depuis le début de l'année, sur la deuxième, c'est depuis 1 mois, 3 mois, 1 an. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a aussi également, et c'est assez logique, beaucoup d'hétérogénéité au sein des performances sectorielles. Hein. Quand vous prenez l'indice Stoxx 600 Real Estate, donc l'immobilier, vous avez une performance de moins 6 depuis le début de l'année, ce qui correspond à une performance en relatif par rapport au Stoxx 600 de moins 13%, ce qui est quand même très important. Dans des années de forte liquidité, où il y a les banques centrales qui sont derrière, comme ça peut être le cas en 2019 ou en 2020, 2021, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'hétérogénéité dans les performances sectorielles. À l'inverse, on a des secteurs comme la technologie, la tech, qu'on aime beaucoup et on le verra tout à l'heure dans la question qu'on a fait sur Kairos, qui offrent beaucoup de visibilité, c'est pour ça qu'on l'apprécie, qui font plus 11 depuis le début de l'année, soit plus 5 en relatif par rapport au Stoxx 600. Donc il y a énormément d'hétérogénéité au sein des performances sectorielles. Donc l'idée aussi dans l'allocation, on va faire le lien après sur l'allocation de Kairos, c'est de se servir de ça. Donc nous, c'est plutôt positif finalement pour nous, hein, le fait que les banques centrales se retirent progressivement, puisque là, on voit vraiment le métier de stock picker que l'on a et de secteur picker. Donc on choisit les secteurs, les zones géographiques, les durations sur l'obligataire, etc. Pierre-Yves reviendra là-dessus tout à l'heure. Et bien, on essaye de se servir de certains indicateurs qu'on essaie de fabriquer par nous-mêmes avec des données macroéconomiques. Et là, je vous ai mis un petit exemple sans rentrer dans les détails trop techniques. Nous, on essaie de reconstruire, par exemple, là, un indicateur de cycle économique. Donc, on se sert de plein de données sur l'emploi, de données sur l'immobilier aux États-Unis, sur des données qui sont liées à la structure des taux que Pierre va montrer tout à l'heure. Et on arrive à essayer de reconstruire l'évolution du cycle économique. Et grosso modo, sans rentrer dans les détails trop techniques, quand on est en haut de cycle, c'est plutôt une zone où, en général, les performances des cycliques sont moins bonnes que les performances des valeurs non cycliques. Donc, qu'est-ce que je mets dans les valeurs cycliques? C'est tout ce qui est lié au cycle économique, des valeurs qui performent bien quand on a beaucoup de croissance du PIB. Donc, on retrouve des matériaux, on retrouve l'énergie, on retrouve l'industrie de manière générale, même s'il y a plein de secteurs plus ou moins cycliques au sein de l'industrie. Et à l'inverse, quand on est en bas, comme ça peut être le cas en 2021, vous voyez, juste après le Covid, 2021,
on est en bas de cycle, et ben à ce moment-là, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut être surpondéré sur tout ce qui est valeurs cycliques et laisser un peu de côté les valeurs les plus défensifs, les secteurs les plus défensifs, comme par exemple le secteur de la santé, un secteur qu'aujourd'hui, à l'instant T, on verra là-dessus tout à l'heure, on apprécie beaucoup, on surpondère, puisque c'est un secteur défensif qui, en général, si jamais le ralentissement qu'on est en train de percevoir, qui met plus de temps à venir que prévu, si le ralentissement vient de manière violente, une récession par exemple, et ben dans ce cas-là, c'est des secteurs qui vont très nettement sous-performer. Voilà. Donc on essaie de construire nos indicateurs par nous-mêmes pour essayer de faire évoluer l'évolution de l'allocation dans Kairos Patrimoine. Voilà sur le point macro. Et voilà, on a été dans le timing en 15 minutes, on est bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Peut-être, je continue directement sur l'allocation ou... Non, Emmanuel, tu voulais intervenir, je crois. Oui, si tu veux voir le slide suivant, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissances, de compétences dans le domaine, pour bien comprendre. Alors, ce qui est une action, je pense que tout le monde connaît un peu plus. Hein, on détient des parts d'une société et ça nous permet de percevoir des dividendes. Alors, le cours d'une action fluctue en fonction des performances de l'entreprise, mais aussi des contextes qui sont en dehors de la société, tout ce qui est lié au marché financier, au contexte macroéconomique et même, je dirais, la psychologie des investisseurs. Une obligation, si vous avez bien compris, c'est comme un prêt, hein, avec un taux d'intérêt déterminé au départ et avec une durée déterminée au départ. Donc, il y a des prêts à des États, ce qui a été dit tout à l'heure, mais aussi à des entreprises. Donc, le taux est en fonction de la durée et du niveau de risque de l'entreprise. Toutes ces entreprises sont notées. Donc, aujourd'hui, on a un contexte favorable parce qu'on a une remontée des taux. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ça. Et nous, dans Kairos, on a une grosse partie qui est de l'obligation. Et pour l'instant, on est plutôt prudent sur les actions. Mais je voulais remettre un peu le contexte pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est une obligation, parce que c'est un peu moins connu. Donc, une obligation, alors ça fluctue en fonction des taux d'intérêt, mais on est bien sur un support qui est moins risqué que des actions. Voilà, si tu veux rajouter, tu peux, Romain. Non, je trouve que c'est très, très clair. Je vais faire tout de suite le lien avec donc, du coup, l'allocation. Comme tu disais, Emmanuel, on est prudent dans l'allocation. Ça veut dire quoi être prudent dans l'allocation? Ça veut dire que dans la discussion qu'on avait eue avec Emmanuel avec l'équipe d'Enoya dans la mise en place du fonds, on s'était dit, voilà, on a 40% actions, un fonds diversifié avec 40% d'actions semble sur le long terme correspondre en termes d'objectifs de performance et de volatilité et de risque pour vous. Et du coup, aujourd'hui, on n'est pas du tout à 40% actions. Donc, pour nous, être prudent, c'est de se dire, allez, on prend un peu de recul et on ne va pas être à 40% tout de suite. On est plutôt à aujourd'hui 24-25%. Donc, on a déjà une première approche prudente dans l'allocation globale en sous-pondérant, en étant très prudent sur les actions. Et après, on viendra sur ce que ça, au sein de la poche action, qu'est-ce qu'on met comme valeur et au sein de la poche obligataire, qu'est-ce qu'on met comme valeur. Mais vous voyez, on a quand même encore beaucoup de monétaires. Pierre vous a montré la courbe tout à l'heure qui est totalement inversé. Donc le monétaire aujourd'hui, Romain, peut-être que tu définisses rapidement ce que c'est que le monétaire. Le monétaire, c'est du ultra court terme, c'est moins de 6 mois, hein, donc c'est ultra liquide, ultra court terme. Et donc aujourd'hui, sur du overnight, enfin sur du ultra court terme, on est sur j'enlève le mot overnight, jour le jour. Voilà. On est sur des rythmes, la SICAV monétaire que vous avez dans le fond, elles sont à un rythme à peu près de 3,80, entre 3,80 et 4, quelque chose comme ça, oui, maintenant. Donc c'est quelque chose qui proche des taux de la BCE que je vous ai présenté tout à l'heure. On profite du fait que la courbe soit inversée pour capter, étant donné qu'on a quand même un petit peu d'incertitude à l'instant T, capter du taux sur du monétaire. C'est pour ça que la poche monétaire est à 21%. Et au fur et à mesure des données macroéconomiques qui vont arriver et des actions aussi des banques centrales qui vont peut-être évoluer, on réinvestira ce monétaire vers de l'action probablement. Donc on a une première approche quand même assez prudente, vous voyez ici, avec moins d'actions que ce qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'on avait défini avec Emmanuel, surpondération obligataire, et Pierre vous montrera des exemples d'obligations qui nous semblent hyper pertinentes aujourd'hui, et puis un peu plus de monétaire aussi que ce qu'on avait défini initialement. Pour parler de la poche action, donc là, prudence au niveau de l'allocation et puis aussi prudence au niveau de chaque poche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, grosso modo quasiment absent des valeurs qu'on peut juger comme cycliques.
Donc, il y a quelques petites exceptions sur des valeurs Air Liquide. Est-ce que c'est cyclique ou est-ce que c'est pas cyclique? Bon, c'est une valeur de l'industrie, donc un secteur cyclique, mais on peut considérer que c'est une valeur défensive au sein d'un secteur cyclique. Par contre, on est aujourd'hui absent, par exemple, d'un secteur des matériaux. C'est un secteur qui peut être intéressant dans une période inflationniste. Si l'inflation repart très fortement, on pourra peut-être se réintéresser au secteur, mais aujourd'hui, clairement, dans cette phase de ralentissement du cycle économique, on est absent des secteurs cycliques. Et on a mis 2 critères en place qui nous semblent être hyper importants aujourd'hui. Le premier critère, c'est la visibilité, la croissance et la visibilité. Donc là, vous retrouvez des Schneider Electric, vous retrouvez des Essilor-Luxottica. On pourra revenir après si vous avez des questions sur chacun de ces entreprises-là. On a eu une évolution, on a eu quelque chose de très intéressant quand même au mois de mai avec l'arrivée de l'IA générative. Et donc, avec Emmanuel, on s'était dit, on ne se ferme aucune porte et on peut investir sur l'international. Et donc, on a mis en place une ligne de Microsoft et une ligne d'Alphabet. Et également, sur les semi-conducteurs, une ligne de Taiwan Semiconductor. Tout ça pour dire qui est le plus gros fondeur de semi-conducteurs basé à Taïwan. Tout ça pour dire qu'on ne se ferme pas de porte au niveau géographique. On va capter des choses sur les US, même bien qu'on ait un biais quand même européen. Voilà sur la poche action. Donc, vous voyez, le secteur le plus représenté dans la poche action, c'est le secteur de la tech. Pourquoi? Parce que c'est le secteur qui aujourd'hui offre le plus de visibilité dans l'environnement incertain qu'on a décrit tout à l'heure. On passe peut-être à la poche obligataire. Oui, poche obligataire. Donc, dans la construction du portefeuille, on va chercher des lignes, puisque vous l'avez compris, hein, le taux de la Banque Centrale Européenne est monté à 4. On pense qu'éventuellement, il pourrait y avoir encore un petit mouvement, mais ce n'est pas sûr. Donc 4,25. Pour l'instant, on est aux alentours de 4. Donc on va chercher des titres de grande qualité, donc avec des notations, hein, parce qu'il y a des sur le marché obligataire, en fait, pour juger de la qualité de l'émetteur, il y a différents instituts qui mettent une note de qualité. La meilleure note, c'est AAA. Et la pire, c'est D. Donc, il y a toute une hiérarchie comme ça de notation. Donc, on va chercher plutôt des émetteurs de bonne qualité, à quelques rares exceptions, parce qu'on pense que voilà, si le ralentissement économique se développe au cours du dernier trimestre de cette année et surtout du premier semestre 2024, eh ben, il faudra plutôt avoir un profil émetteur solide pour pouvoir, je dirais, continuer à payer correctement ses intérêts et rembourser son capital à échéance. Donc là, on a été faire, par exemple, je vais vous prendre les deux lignes les plus importantes du haut du portefeuille, les FCM. Donc ça, c'est le groupe Crédit Mutuel. Voilà, on a été chercher un rendement actuariel. Donc c'est ce que vous nous rapportez simplement. J'ai acheté aujourd'hui. Et quand on va rembourser, ça aura fait un rendement moyen de 4,21, rendement actuariel, tous les ans où je détiens le portefeuille. Donc c'est légèrement supérieur au taux du marché monétaire, hein, aujourd'hui 3,80, donc ça fait 40 centimes de plus de rendement. Voilà, ça nous semble une opportunité. On capte un rendement supplémentaire par rapport à un taux sans risque sur un émetteur sur lequel nous n'avons aucun souci, parce que je pense que si le groupe Crédit Mutuel n'arrive pas à honorer ses dettes, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes dans toute l'économie. De même, la troisième ligne, qui est la partie Cardif, la partie assurantielle du groupe BNP Paribas, c'est une échéance fin 2024, avec un très beau rating aussi, très très bien noté. Et là, le rendement actuel, donc ce que rapportera cette obligation sur un an, c'est 4,61, là aussi bien supérieur au marché monétaire. Donc voilà le genre de papier sur lequel on va investir. Et vous remarquerez que tous les papiers qu'on a là sont échéances pour certaines 2023, 2024 ou 2025. Donc on reste très court pour le moment, puisqu'on est dans cette zone d'inconnu sur l'évolution future de l'inflation, des possibilités d'intervention des banques centrales. On est encore dans une zone d'inconnu, même s'il y a certains éléments qui nous rassurent, d'autres sont encore inquiétants. Donc ça milite pour un certain attentisme. Et comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a une inversion de la courbe des taux et que la partie courte rapporte plus que la partie longue,
Je dirais qu'aujourd'hui, dans une gestion d'optimisation du rendement avec une maîtrise des risques dans le portefeuille, tout milite pour aller faire aujourd'hui du 2024 ou du 2025. Puisque aujourd'hui, il nous semble que c'est la meilleure opportunité. Voilà. Et quand on aura une idée ferme que vraiment le pic de l'inflation est jugulé, que les banques centrales ont vraiment terminé leur travail et que la prochaine action des banques centrales, ce sera de rebaisser les taux, puisque plus rien ne justifiera d'avoir monté autant, il sera temps de modifier sérieusement le profil de risque des obligations que nous détenons au sein de Kairos Patrimoine. Voilà, c'est un peu technique, je pourrais en dire plus, mais non, c'est pas la peine. Voilà, pour ce premier rendez-vous, je pense que on essaie d'être lisible et on l'est peut-être pas parce que c'est très technique. Je me mets à la place de vous tous. Vas-y. On vous a mis, alors on a pris des graphiques sur Bloomberg, donc soyez pas surpris par les noms que vous voyez. Donc on vous a mis la performance depuis le 13 juin. On a pris le 13 juin, pas comme ça au hasard, c'est le moment où le fonds a eu un encours conséquent qui dépasse le million. Donc on vous a mis la perte du CAC 40 et puis en dessous les deux indices que vous voyez avec des noms un peu bizarres, c'est les deux indices obligataires qui ont été choisis pour nous en tant que référence. Et vous voyez que, alors le premier, c'est un indice européen qui est plutôt flat depuis le début de l'année, 0. Et puis le deuxième, c'est un indice monde qui souffre, lui, davantage de la hausse des taux qu'on a pu voir aux États-Unis ou dans d'autres zones géographiques. En dessous, donc vous voyez l'incertitude qu'on est en train qu'on définit depuis le début. Vous la voyez dans le graphe en blanc. Hein. Vous voyez le CAC 40 on oscille entre 7100 et 7500. Et puis là, depuis 3 jours, on vient de casser pour la première fois la barre des 7050, 7100 points. Donc on a quand même beaucoup de volatilité. On pense que nous, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, notre scénario central, c'est que cette volatilité peut perdurer encore quelques mois et qu'il y a un moment donné où, justement, Pierre-Yves en parlait, les banques centrales vont avoir agi, il n'y aura pas davantage de hausse de taux, voire peut-être même, vu l'impact sur l'économie des baisses de taux à venir en 2024, et à partir du moment où le marché va commencer à anticiper cela, on va avoir des taux longs qui vont commencer à rebaisser. Et donc là, ça sera le moment sur la poche obligataire de reprendre un peu de duration, d'aller chercher des papiers, des obligations un peu plus longues. Et sur l'allocation globale, de prendre un peu sur le monétaire pour réinvestir progressivement sur les actions. Voilà. C'est bon? Est-ce que tu peux nous donner du coup, je ne sais pas si tu peux te donner sur une perspective de performance sur le fonds, compte tenu de ce que tu viens de dire, au moins sur 2024, 2025, ces 2 années? Ouais, alors ce qu'on avait défini ensemble, bien sûr, la performance se voit sur le long terme. Hein. Ce qu'on avait défini ensemble, c'était un objectif entre 3 et 4% annualisé pour un fonds diversifié. Donc là, peut-être que les choses évoluent un petit peu avec l'inflation. Peut-être qu'on va augmenter cette espérance de rendement, en sachant bien sûr que c'est toujours un arbitrage entre volatilité. Sur un fonds patrimonial, on a ce besoin d'avoir un contrôle de volatilité qui est totalement compréhensible. On est assez défensif quand même dans nos investissements parce qu'on veut garder une volatilité et un max drawdown. Max drawdown, c'est la différence, j'explique, entre le point haut et le point bas. Donc par exemple, en 2020, le max drawdown du CAC 40 a été de 40% entre fin février et mi-mars. On a eu une baisse de quasiment de 40% de l'indice CAC 40. Donc le max drawdown était de 40%. Mais qu'est-ce qui est acceptable pour un fonds patrimonial diversifié? C'est probablement pas 40%, c'est beaucoup moins. D'où le fait d'arbitrer entre espérance de gain et volatilité et max drawdown. Donc aujourd'hui, on s'était fixé entre 3 et 4% de rendement annuel, avec une vol entre 6 et 7%, je crois, de mémoire. Voilà, on est toujours dans cet objectif-là, avec l'idée que, on a encore de l'incertitude à court terme, on ne peut pas mentir sur ce point-là, il y a encore des incertitudes à court terme, mais qu'à moyen terme, tout ce qu'on dit en termes de rendement actuel, si les taux rebaissent, on va avoir tout de suite une diffusion sur la poche obligataire, on va avoir des marchés actions qui vont partir, et là, ça va repartir assez fortement. Alors, en termes de timing, on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est à la fin de l'année? Ou est-ce que c'est début d'année prochaine?
ou milieu d'année prochaine, c'est un peu difficile à timer, mais voilà, petite phase incertaine de quelques mois pour avoir ensuite, d'après nous, une reprise intéressante en 2024. Voilà, j'espère avoir répondu. Ouais, ce qu'on peut dire aussi sur les politiques des banques centrales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir où sera le point tournant où elles commenceront à baisser leurs taux, parce ils ont besoin de voir comme nous des indicateurs réels où sur l'emploi, il n'y a plus de tension, enfin, etc., etc. Mais on pourrait dire, dans les choses qu'on pourrait dire, c'est qu'en 2025, vraisemblablement, les taux, je ne me prononcerai pas sur 2024 parce que ça peut être long, il peut y avoir un temps de digestion des banques centrales qui est suffisamment long pour qu'elles se décident euh, à abaisser leurs taux, hein. Et je pense qu'elles seront dans la crainte elles craignent de les abaisser trop tôt. Donc vraisemblablement, moi je verrai que fin 2024, dernier trimestre T4, et 2025 de façon assez certaine, que les taux seront plus bas. Donc ça veut dire que l'année 2024, ce sera à un moment donné l'opportunité de capter des taux. Peut-être qu'aujourd'hui c'est une opportunité, mais on a beaucoup de doutes. Mais on est dans une phase où pendant quelques mois, pendant 3-4 trimestres, on va avoir l'opportunité d'aller acheter de l'obligation qui va nous rapporter un joli taux au 4,5 assez longtemps. Et donc, ce serait une opportunité pour un fonds de moyen terme comme Kairos Patrimoine. Voilà. Donc, il y aura des baisses de taux des banques centrales, mais pour l'instant, je pense que c'est prématuré de dire que ça va intervenir dans 3 mois ou dans 6 mois. Ce sera plutôt à mon avis, au moins, enfin, entre 12 et 18 mois, pas avant. Ok. Non, pour abonder, pour expliquer la poche obligataire sur les obligations pour que tout le monde comprenne bien. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas loin de la hausse de taux, c'est ce que les gérants expriment. On ne sait pas si on est rendu, on est sur la bosse ou on n'en est pas loin. On va profiter des obligations et des taux intéressants. Et alors, on vous expliquera techniquement, peut-être chaque conseiller, comment ça se déroule. Mais si on a une baisse des taux, c'est-à-dire que les obligations fonctionnent à l'inverse. Donc moi, sur le rendement, je suis un peu plus optimiste qu'annonce Romain. Je pense que la partie obligation devrait nous permettre de dégager un peu plus de rendement. Alors peut-être pas sur 2024, mais en tout cas sur les années à venir. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, il y avait une remarque, pas forcément une question de monsieur ou madame Boudot. Range plutôt exceptionnelle en amplitude, en stabilité et en durée pour le CAC sorti à prévoir violente. Je ne sais pas si c'est une question, Alors, mais on est ouvert à une question s'il y en a une. c'est vrai qu'on le voit sur le graphe, on a eu une évolution dans un range 7100, 7600, 7550. Et là, avril, on a depuis 3 semaines, on a quand même des flux qui sont très vendeurs sur les petites entreprises et un CAC qui commence à aussi qui a cassé le support de 7100. Après, tout est dans l'anticipation. À partir du moment où le marché va changer de narratif. Alors clairement, nous aujourd'hui, on n'est pas sur Kairos Patrimoine par exemple, on n'est pas du tout, on n'a pas renforcé la poche action malgré la baisse, malgré le fait qu'on soit à 6990 points. On n'a pas renforcé encore. On dit souvent, nous, sur les marchés, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Le couteau est en train d'un petit peu de tomber à l'instant T. Donc, on est patient, on attend d'en savoir plus et on attend surtout de voir l'évolution des narratifs par rapport aux banques centrales. Et pour l'instant, le narratif, il est un peu inquiet. Il faut faire attention, hein. Vous voyez, quand nous, on regarde souvent aussi les news, les grands titres des journaux, etc. Et quand tout le monde dit c'est la fin du monde, etc., c'est en général le moment où il faut acheter. Et à l'inverse, quand c'est l'euphorie et que tout le monde dit il faut absolument revenir sur les marchés, c'est le moment où il faut vendre. Donc là, aujourd'hui, on commence à avoir un peu de titres un peu négatifs, ultra prudence sur les marchés actions. Le narratif est inquiet. On ne peut pas nier qu'il y a de l'incertitude, ça c'était une évidence. Est-ce qu'il faut passer risque off, enlever tout le risque aujourd'hui? Je ne pense pas, parce qu'à un moment donné, le narratif va se dire de toute façon, si jamais c'est la catastrophe au niveau économique, on le voit bien aussi par rapport à un élément qu'on n'a pas abordé qui sera à suivre, c'est l'évolution du baril de pétrole, qui aujourd'hui commence à rebaisser un tout petit peu. Et ça, c'est un élément hyper important. Nous, on pense qu'à 95 $, une grande partie de la hausse est jouée, tout simplement parce que si le pétrole monte au-dessus de 100 $, on va avoir un impact sur la consommation qui sera tellement
important que les membres de l'OPEP ne sont pas fous et vont à ce moment-là revoir leur production à la hausse. Et donc, on aura un rééquilibrage qui se fera. Et donc, à partir de là, c'est à suivre, bien sûr, c'est à suivre. Mais l'évolution du pétrole sera importante pour déterminer l'évolution de l'inflation. Et à ce moment donné-là, à un moment donné, le marché va se dire, le narratif va changer. Et c'est des choses assez surprenantes. Des fois, on se dit, bah, rien n'a changé, mais pourtant, le narratif du marché change. Et les investisseurs se disent, bah, non, de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il y a une récession, il y a les banques centrales qui seront là pour nous. Et puis là, le marché repart à la hausse de manière assez violente. Donc, on passe pas risk-off, mais on attend un petit peu avant de. Alors, risk-off, ça veut dire couper la poche Voilà. action, hein. On ne coupe pas intégralement la poche action, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne passe pas à 40% action aujourd'hui. Voilà, ça nous semble prématuré. C'est vrai qu'il faudra le faire à un moment donné quand on sera persuadé que. C'est vrai que l'intérêt du fonds dédié, Emmanuel, si je reprends en synthèse quelques éléments, l'intérêt du fonds dédié, c'est de pouvoir gérer la volatilité de manière très rapide, sans être obligé. Tu aurais pu créer un fonds 100% action, un fonds 100% obligataire, mais ça veut dire que pour passer d'un fonds à un autre, ça nécessite des arbitrages et probablement une perte de temps administrative. L'intérêt d'avoir un fonds mixte étant de pouvoir gérer ces classes d'actifs de manière extrêmement rapide, sans être obligé de vous demander à chaque fois de changer de fonds. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'objectif premier, et l'allocation qui a été définie était plutôt d'aller chercher une allocation assez prudente, équilibrée. Ça, c'était l'objectif de la création, mais surtout de pouvoir gérer à l'intérieur du fonds, comme le font Romain et Pierre-Yves, sur les deux poches, sur les deux grandes classes d'actifs, de manière extrêmement rapide. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'objectif. Maintenant, le marché dicte aujourd'hui. Le marché dicte une répartition plutôt prudente sur la poche action. Pour autant, on n'en est pas sorti totalement, parce qu'on considère que ce n'est pas parce que le marché peut descendre ou descendre qu'il n'y a pas des opportunités. Le CAC n'est pas toutes les sociétés qui existent, donc il peut y avoir des belles entreprises. Mais par contre, il y a une vraie pondération sur la poche obligataire, sur le crédit. Et Emmanuel, je te laisserai expliquer la différence entre le prix et le rendement. Tu vas t'amuser, mais c'est ton boulot. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet et le fonds va évoluer. L'obligataire, les taux de rendement sur la poche obligataire vont sortir dans 1 an, à peu près dans quelques mois. Donc, on ne les voit pas tout de suite, mais on les porte. Et donc, quand ça va délivrer, véritablement, la valeur du fonds va prendre, indépendamment de la poche action qu'on va pouvoir renforcer quand ce sera opportun. Voilà, si je résume. Je te remercie Stéphane, c'est une très très bonne conclusion. On va arriver à 40 minutes, donc je pense que oui. C'est bon appétit à tout le monde, parce que tout le monde va partir au déjeuner. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou contacter vos conseillers s'il y a des questions, et puis que nous on ait un retour sur le format du webinaire, parce que je pense qu'on le fera peut-être pas tous les mois, mais peut-être sur un format trimestriel. N'hésitez pas à nous faire des retours pour que nous on s'adapte. Voilà. Je vous souhaite bonne journée à tous. Merci l'équipe MCA. Merci à toi Emmanuel. Et puis écoutez, bon appétit à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.